Sous un ciel voilé d'un gris perle, le cimetière national de Sainte-Hélène s'étendait dans une solennité presque palpable, un sanctuaire où le silence semblait murmurer le respect dû aux héros tombés pour la France. Les rangées de stèles blanches, alignées avec une précision militaire, portaient les noms de ceux qui avaient tout donné, leurs inscriptions gravées dans le marbre scintillant sous la lumière tamisée. Ce jour-là, une foule endeuillée s'était rassemblée pour rendre un dernier hommage au colonel Julien Moreau, un homme dont la vie avait été une ode au courage et à la fraternité. Mais ce qui aurait dû être un moment de recueillement allait devenir le théâtre d'un affrontement choquant, une blessure ouverte dans le tissu d'une nation qui se croyait unie. Une arme dégainée, pointée sur une femme d'exception, allait révéler des vérités que beaucoup préféraient ignorer. Ce n'était pas seulement un incident, c'était une fracture, un cri dans le silence sacré, un défi à l'honneur même de la France. Au centre de cette scène se tenait la générale Élodie Ndiaye, une femme d'origine sénégalaise, dont l'uniforme, orné de médailles éclatantes, témoignait d'une carrière forgée dans le feu des combats et le poids des responsabilités. À 55 ans, ses cheveux poivre et sel, soigneusement relevés sous son képi, encadraient un visage où chaque ride semblait raconter une histoire de résilience. Ses yeux, d'un brun profond, portaient la gravité d'une femme qui avait dirigé des bataillons sous les tirs ennemis, survécu aux embuscades dans des déserts lointains et gravi les échelons pour devenir l'une des rares femmes noires à atteindre un tel rang dans l'armée française. Ce jour-là, elle n'était pas là en tant que générale, mais en tant qu'amie, venue dire adieu à Julien, son frère d'armes, un homme avec qui elle avait partagé rire, larmes et la camaraderie indéfectible des champs de bataille. Debout face au cercueil drapé du drapeau tricolore, elle s'avança vers le pupitre, sa silhouette imposante mais élégante, son pas mesuré résonnant sur le gravier. Sa voix, grave et assurée, commença à tisser un éloge funèbre, non pas centré sur les exploits militaires de Julien, mais sur son humanité, les nuits passées à planifier des missions sous une tente battue par le vent, les moments de doute partagés autour d'un feu de camp, les promesses échangées de ne jamais abandonner l'autre. Chaque mot qu'elle prononçait semblait porter le poids de leur histoire commune, un hommage vibrant à un homme qui avait incarné l'honneur et la loyauté. Autour d'elle, l'assemblée écoutait dans un silence respectueux. Les familles des soldats, les camarades en uniforme, les dignitaires locaux, tous étaient suspendus à ses paroles. Parmi eux se trouvait Claire Beaumont, une journaliste indépendante d'une trentaine d'années, dont les yeux vifs scrutaient la scène à travers l'objectif de son appareil photo. Claire, avec ses lunettes rondes et son carnet toujours à portée de main, était venue couvrir l'événement pour un journal local, mais elle sentait que cette cérémonie allait au-delà d'un simple reportage. À ses côtés, Mathieu Dubois, un ancien légionnaire de 70 ans, se tenait droit malgré son âge, son visage marqué par les cicatrices du passé et les larmes contenues pour son ami Julien. Ses mains, noueuses et tremblantes, serraient un mouchoir, comme s'il cherchait à retenir le chagrin qui menaçait de déborder. La foule, un mélange de militaires en grand uniforme et de civils en deuil, semblait unie dans une communion silencieuse, chaque souffle retenu, chaque regard fixé sur le cercueil ou sur Élodie, dont la présence semblait ancrer ce moment fragile. Mais ce calme sacré fut soudain brisé. Un mouvement brusque, discordant, troubla l'harmonie de l'instant. André Dubois, un officier de police en civil, fendit la foule avec une détermination qui contrastait avec la solennité ambiante. Son manteau noir, austère, tranchait avec les uniformes bleus et les tenues sombres des autres. Son visage, crispé par une colère à peine contenue, portait une expression que les vétérans dans l'assemblée reconnurent immédiatement, celle d'un homme animé par quelque chose de plus sombre que le chagrin. André, un policier local avec 15 ans de service, avait un dossier marqué par des plaintes pour brutalité, souvent étouffé par ses supérieurs. Ce jour-là, il n'était pas là pour rendre hommage. Il était là avec une intention précise, une intention qui allait bientôt éclater au grand jour. Les murmures s'élevèrent dans la foule, légers d'abord, puis plus insistants. Certains pensèrent qu'il faisait partie du détachement d'honneur, peut-être en retard, mais son allure, son regard brûlant de mépris, trahissaient autre chose. Élodie, entraînée à sentir le danger avant même qu'il ne se manifeste, interrompit son discours. Non par peur, mais par cet instinct aiguisé par des années de guerre, cette alerte intérieure qui l'avait maintenue en vie dans des zones de conflit. Elle leva les yeux, croisant ceux d'André. À cet instant, le temps sembla ralentir. La foule retint son souffle. André s'arrêta à quelques mètres du pupitre, sa main glissant vers sa ceinture. Puis, dans un geste aussi rapide que choquant, il dégaina son pistolet, un Glock noir, et le pointa directement sur la poitrine d'Élodie. Un silence glacial s'abattit sur le cimetière.
Les vétérans, par réflexe, portèrent la main et à leur flanc, cherchant des armes qu'ils ne portaient le plus. Les mères tirèrent donc leurs enfants en arrière, leur visage figé par l'incrédulité. Claire, pétrifiée, appuya machinalement sur le déclencheur de son appareil, capturant l'image d'Élodie face au canon, une image qui allait bientôt faire le tour du pays. Mathieu, le vieux légionnaire, murmura une prière, ses poings serrés si fort que ses jointures éblanchissantes. « Vous ne devriez pas être ici, » lança André, sa voix basse mais tranchante, chaque syllabe chargée d'une haine ancienne, comme s'il s'adressait non seulement à Élodie, mais à tout ce qu'elle représentait. Ce n'était pas une simple provocation. C'était un rejet viscéral de sa présence, de son rang, de sa couleur de peau. Élodie, elle, ne bougea pas. Droite, immobile, elle soutint le regard de l'homme armé. Ses yeux ne trahissaient ni peur ni colère, mais une détermination froide, celle d'une femme qui avait affronté des tirs de mortier, des embuscades nocturnes, et des ennemis bien plus redoutables qu'un homme en colère. Elle avait survécu à des champs de bataille et où la mort était une compagne constante, un pistolet, même pointé sur elle, n'était qu'un défi de plus. Son silence était plus éloquent que n'importe quelle parole. Il disait « Je suis ici, et je ne partirai pas ». La tension était électrique, l'air chargé d'une menace qui n'avait pas sa place dans ce lieu de mémoire. Les drapeaux tricolores, flottant à mi-mât, semblaient frémir sous le vent, comme s'ils portaient eux aussi le poids de l'instant. Claire, toujours figée, continuait de prendre des photos, consciente que chaque cliché était une preuve, un témoignage d'une injustice qui ne pourrait être ignorée. Mathieu, quant à lui, sentit une colère ancienne remonter, celle d'un homme qui avait vu trop de camarades tomber, trop de promesses brisées. Il murmura à un jeune soldat à ses côtés, « Julien n'aurait jamais toléré ça. » Mais avant que la situation ne dégénère davantage, un homme bougea. Le capitaine Victor Leroux, un marin décoré pour ses missions en zone de guerre, avait observé la scène avec une vigilance aiguisée. Âgé d'une quarantaine d'années, son visage buriné par le soleil du Sahel et ses yeux perçants témoignaient d'une expérience forgée dans le chaos. Il remarqua un détail que d'autres avaient manqué. La main d'André tremblait légèrement, non de peur, mais d'une intention imminente. Victor n'attendit pas. En un mouvement fluide, fruit d'années d'entraînement, il bondit à travers la foule, saisissant le poignet d'André juste au moment où le coup partait. Une détonation déchira l'air, un grondement qui fit s'envoler les oiseaux perchés sur les arbres voisins. La balle, par un miracle, ne toucha personne, sifflant dans le vide avant de se perdre dans le sol. La foule cria, certains se jetant à terre, d'autres restant figés, incapables de comprendre ce qui venait de se passer. En quelques secondes, 4 officiers en uniforme, membres de l'escorte d'honneur, se précipitèrent pour aider Victor. Avec une précision militaire, ils plaquèrent André au sol, lui arrachant son arme. Il se débattit, hurlant des mots incohérents, « Elle n'a pas sa place ici. C'est à nous. » Sa voix, pleine de rage, résonnait dans le silence revenu, mais elle ne trouva aucun écho. La foule, encore sous le choc, le regardait avec un mélange de dégoût et de rejet. Ce n'était pas seulement un homme qu'il repoussait, mais l'idée même qu'il représentait. Élodie, toujours immobile, ne scia pas. Lentement, elle s'avança à nouveau vers le pupitre, ses pas mesurés résonnant dans le silence. Elle posa les mains sur le bois, inspira profondément, et reprit son discours. Sa voix, claire et ferme, continua l'éloge de Julien, comme si la balle, l'arme, la haine n'avaient pas existé. Mais cette fois, chaque mot semblait porter une charge nouvelle, une résistance silencieuse, un défi à ceux qui cherchaient à la briser. Claire, bouleversée, rangea son appareil, consciente que les images qu'elle venait de capturer allaient changer le cours des choses. Mathieu, les larmes aux yeux, murmura à un camarade, « Elle est ce plus forte que nous tous. » Ce moment ne fut pas seulement une rupture dans la paix du cimetière. Il fut le début d'une tempête, un cri d'alarme qui allait secouer les fondations d'une société confrontée à ses propres contradictions. Élodie Ndiaye, en continuant son éloge, ne rendait pas seulement hommage à Julien. Elle défendait un idéal, celui d'une France où l'honneur ne se mesure ni à la couleur de la peau ni au rang, mais à la capacité de rester debout face à l'adversité. Et dans ce cimetière, sous les yeux d'une foule encore tremblante, elle venait de planter les graines d'une révolution silencieuse. Le cimetière national de Sainte-Hélène, encore vibrant du choc de l'incident, semblait retenir son souffle. La générale Élodie Ndiaye, debout au pupitre,
achevait son éloge funèbre pour le colonel Julien Moreau avec une dignité qui imposait le silence. Sa voix, ferme malgré la tempête qui venait de secouer l'Assemblée, portait une force tranquille, comme si la balle tirée par André Dubois n'avait fait que renforcer sa résolution. Chaque mot qu'elle prononçait, évoquant la camaraderie et l'honneur de Julien, semblait défier la haine qui avait osé profaner ce lieu sacré. Autour d'elle, la foule, composée de familles endeuillées, de camarades en uniforme et de dignitaires, oscillait entre chagrin et colère contenue. Les vétérans échangeaient des regards lourds de sens, leurs poings serrés trahissant une indignation muette. Les mères tenaient leurs enfants plus près, comme pour les protéger d'un monde qui venait de révéler sa face la plus sombre. Claire Beaumont, la jeune journaliste, rangeait son appareil photo, ses mains tremblantes mais son esprit déjà en ébullition. Les images qu'elle avait capturées, Élodie face au canon d'un pistolet, son regard inébranlable, étaient plus qu'un scoop, elles étaient une arme, un témoignage qui allait bientôt embraser le débat public. À ses côtés, Mathieu, le vieux légionnaire, serrait son mouchoir, les yeux fixés sur Élodie. « Elle est ce plus forte que nous tous », murmura-t-il à un jeune soldat, sa voix rauque empreinte d'admiration et de douleur. Ce moment, où l'honneur avait été défié puis défendu, marquait le début d'une tempête qui allait ébranler les fondations d'une société française confrontée à ses propres failles. L'enquête sur André Dubois, l'officier de police qui avait osé tirer sur une générale en plein cimetière, s'ouvrit dans une urgence inhabituelle. Sous la pression des médias et de l'opinion publique, les autorités ne pouvaient se permettre de fermer les yeux. Les dossiers d'André, jusque-là protégés par une bureaucratie complaisante, furent exhumés, révélant une vérité accablante. 20 plaintes pour usage excessif de la force, déposées presque exclusivement par des personnes d'origine africaine ou maghrébine, avaient été classées sans suite au fil des ans. Des rapports d'enquêtes internes avaient été égarés, des images de caméras corporelles avaient mystérieusement disparu, et des témoignages de citoyens avaient été ignorés ou minimisés. Ce n'était pas l'œuvre d'un seul homme, mais celle d'un système qui, par son silence, avait permis à la haine de prospérer sous l'uniforme. Claire Beaumont, déterminée à ne pas laisser cette affaire s'éteindre dans l'oubli, travailla toute la nuit dans son petit appartement parisien. Ces photos, publiées dans un article intitulé « L'honneur sous le feu », firent de la une d'un journal national dès le lendemain. L'image d'Élodie, droite face à l'arme d'André, devint virale, partagée sur les réseaux sociaux sous les hashtags #justice pour Élodie et #chat, plus jamais ça. Mais ce ne furent pas seulement les photos qui alimentèrent l'indignation. Une vidéo, filmée par un téléphone dans la foule, montra André s'approchant du pupitre, sa main déjà sur son arme, son regard chargé de mépris. Cette preuve, impossible à nier, transforma l'incident en un scandale national. Les plateaux télévisés s'emparèrent de l'affaire, les éditorialistes débattaient, et les citoyens, dans les cafés et les salles de réunion, s'interrogèrent. Comment un officier de police pouvait-il en arriver là, en plein cœur d'une cérémonie funéraire? Mathieu, le vieux légionnaire, ne resta pas inactif. Dans un élan de colère et de détermination, il contacta d'anciens camarades de la Légion étrangère et d'autres corps d'armée. Ensemble, ils organisèrent une marche silencieuse devant la préfecture de police, réunissant des centaines de vétérans, leurs médailles scintillant sous le soleil pâle. Mathieu, avec sa démarche ralentie par l'âge, portait un drapeau tricolore plié, celui qu'il avait reçu lors d'une cérémonie des années auparavant. Julien méritait mieux que ça, déclara-t-il à un journaliste venu couvrir la marche. Et Élodie mérite qu'on se batte pour elle. Sa voix, bien que tremblante, portait la conviction d'un homme qui avait vu trop de combats pour accepter l'injustice en silence. Une nouvelle figure émergea dans ce tumulte, Sophie Garnier, une avocate d'une trentaine d'années, connue pour son engagement dans les affaires de droits humains. Sophie, avec ses lunettes cerclées d'acier et son regard perçant, accepta de représenter les intérêts de la communauté dans cette affaire. Elle plongea dans les dossiers d'André, passant des nuits à éplucher des rapports poussiéreux et des courriels internes obtenus par des fuites. Ce qu'elle découvrit confirma ses pires craintes. Les supérieurs d'André avaient été informés de ses comportements problématiques, mais avaient choisi de fermer les yeux. Un courriel, daté de 3 ans plus tôt, mentionnait une plainte pour violence raciale, accompagnée d'une note manuscrite. À classer, pas de preuves concluantes. Sophie, indignée, comprit que cette affaire allait au-delà d'un homme. Elle mettait en lumière un système défaillant, où la protection des siens primait sur la justice. Pendant ce temps, Élodie faisait face à des pressions de ses propres supérieurs.
Dans une salle de réunion austère, un colonel, le visage fermé, lui suggéra de ne pas aggraver les choses. L'armée a une image à préserver, Élodie. Dit-il, son ton paternaliste masquant mal son inconfort. Si vous parlez trop, cela pourrait nuire à votre carrière. Élodie, assise droite, le fixa sans ciller. Si je me tais, répondit-elle, sa voix calme mais tranchante, je trahis Julien, mes soldats, et tout ce pourquoi nous nous sommes battus. L'honneur ne se négocie pas. Ces mots, prononcés avec une autorité naturelle, mirent fin à la conversation. Le colonel détourna le regard, incapable de soutenir celui de la générale. Élodie n'était pas seulement une militaire, elle était une force, une femme qui refusait de plier, même face à ceux qui auraient dû être ses alliés. Le procès d'André Dubois devint rapidement un événement national. La salle d'audience, un bâtiment ancien aux boiseries sombres, était comble. Des militaires en uniforme, leurs médailles scintillant sous les lustres, côtoyaient des militants pour les droits civiques, des journalistes, et des citoyens ordinaires venus chercher des réponses. Sophie, au centre de l'arène judiciaire, présenta les preuves avec une précision chirurgicale. Elle projeta les photos de Claire, montrant Élodie face au canon, puis la vidéo du téléphone, où l'on voyait André s'approcher avec une intention claire. Cet homme n'était pas là par erreur, déclara Sophie, sa voix résonnant dans la salle. Il était animé par une haine ciblée, une haine qu'il a laissé prospérer sous son badge. Les jurés, un mélange d'hommes et de femmes de tous horizons, écoutaient en silence, leurs visages marqués par la gravité de l'instant. Le capitaine Victor Leroux, appelé à la barre comme témoin clé, apporta un témoignage décisif. Vêtu d'un costume civil, mais avec la posture d'un soldat, il raconta ce qu'il avait vu ce jour-là. André Dubois n'était pas confus, ni paniqué, dit-il, sa voix ferme et claire. Il était animé par la haine. Il a visé la générale Ndiaye parce qu'elle représentait un changement qu'il refusait d'accepter. J'ai vu ce regard dans des zones de guerre, sur le visage d'ennemis. Ce jour-là, l'ennemi portait un badge français. Ces mots, prononcés avec la gravité d'un homme ayant affronté la mort à maintes reprises, firent taire la salle. Même les avocats de la défense, qui tentaient de plaider la confusion ou la peur, semblèrent déstabilisés. Claire, assise dans le public, griffonnait frénétiquement dans son carnet, consciente que ce témoignage allait marquer un tournant. Mathieu, à ses côtés, observait en silence, repensant à Julien, à leur amitié forgée dans le feu des combats, et à la promesse qu'il s'était de faite de toujours défendre l'honneur, coûte que coûte. Mais le moment le plus accablant vint avec une bande audio, obtenue lors de l'interrogatoire d'André. Dans une salle froide de la préfecture, il avait parlé sans retenue, ignorant que ses mots étaient enregistrés. Des gens comme elle, ils changent tout d'un tout, avait-il dit, sa voix basse et venimeuse. Ils prennent ce qui nous appartient. Ils n'ont pas leur place ici. Ces mots, diffusés dans la salle d'audience, firent frissonner l'assemblée. Ils n'étaient pas le fruit d'un moment de panique, mais l'aveu d'une haine profondément ancrée, assumée avec une froideur glaçante. Sophie, en présentant cette preuve, n'eut pas besoin de dramatiser. Elle laissa les mots d'André parler d'eux-mêmes, leur poids suffisant à faire vaciller les derniers doutes des jurés. La défense, acculée, tenta de plaider la pression psychologique, affirmant qu'André avait agi sous le coup d'une peur irrationnelle. Mais sous l'interrogatoire de Sophie, leurs arguments s'effritèrent. Un ancien collègue d'André, un policier hésitant nommé Pierre, prit la parole à contre-cœur. Il faisait des commentaires, admit-il, baissant les yeux. Des remarques sur les Noirs, les Arabes. On les ignorait. On pensait que c'était juste des blagues. Son aveu, bien que timide, révéla une culture de silence, une complicité passive qui avait permis à la haine d'André de prospérer. Claire, dans la salle, sentit une colère monter en elle. Elle pensa à ses propres expériences, aux micro-agressions qu'elle avait subies en tant que femme dans un milieu dominé par les hommes, et elle sut que son prochain article serait plus qu'un reportage, ce serait un cri de ralliement. À la fin de la journée, alors que le tribunal ajournait la séance, la France entière semblait retenir son souffle. Les chaînes d'information diffusaient des extraits de la vidéo, des analyses des photos de Claire, et des débats enflammés sur la responsabilité des institutions. Dans les cafés, les lycées, les bureaux, les gens parlaient, s'interrogeaient, s'indignaient.
Élodie, rentrée chez elle, s'assit seule dans son salon, un portrait de Julien sur la table. Elle ne cherchait ni gloire ni vengeance, mais une justice qui honorerait la mémoire de son ami. Mathieu, dans un bar bondé, raconta à un groupe de jeunes l'histoire de Julien, insistant sur le courage d'Élodie. Elle n'a pas reculé, dit-il, les yeux brillants. Et nous non plus, on ne reculera pas. Sophie, de son côté, passa la nuit à préparer son plaidoyer final, déterminée à faire de ce procès un tournant. Le pays était au bord d'un changement, et ce qui se passerait dans cette salle d'audience allait déterminer si la France choisirait de regarder ses vérités en face ou de les enfouir à nouveau dans l'ombre. La salle d'audience, avec ses boiseries sombres et ses lustres imposants, semblait suspendue dans un silence oppressant alors que le président du jury se levait pour annoncer le verdict. André Dubois, menotté, fixait le sol, son visage vidé de l'arrogance qu'il avait autrefois caractérisé. Les regards de l'Assemblée, composés de militaires en uniforme, de militants pour les droits civiques, de journalistes et de citoyens ordinaires, convergeaient vers lui. « Coupable », déclara le président, sa voix claire et solennelle résonnant dans la salle. Les chefs d'accusation s'enchaînèrent comme une litanie implacable. Tentative de meurtre, agression aggravée, menaces terroristes, et circonstances aggravantes pour crimes de haine. Aucun murmure ne troubla l'instant. Le silence qui suivit n'était pas celui de la surprise, mais celui d'une vérité enfin reconnue, d'une justice qui, pour une fois, ne s'était pas dérobée. Le juge Pierre Laurent, un homme d'une cinquantaine d'années, connu pour sa droiture et son calme inébranlable, ajusta ses lunettes et posa un regard ferme sur l'accusé. « Vous avez porté un uniforme censé incarner la protection et l'ordre », commença-t-il, sa voix grave portant le poids de décennies d'expérience. Mais vous l'avez souillé en le transformant en arme de haine. Vous avez visé une femme qui a dédié sa vie à défendre les valeurs de cette nation, une femme qui a risqué sa vie pour des libertés que vous avez bafouées. Aujourd'hui, la justice vous retire ce privilège. La sentence tomba, nette et sans appel. Prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. La salle resta silencieuse, comme si l'énormité du moment suffisait à elle seule. Pas de cris, pas d'applaudissements, juste un calme profond, celui qui naît lorsque la vérité, longtemps étouffée, trouve enfin une voix. Ce verdict n'était pas seulement une condamnation pour André Dubois. Il était un message adressé à toute une nation, un avertissement que nul badge, nul grade, ne pouvait plus servir de bouclier à l'injustice. La générale Élodie Ndiaye, au centre de cette tempête, devint plus qu'une héroïne de l'instant. Elle devint un symbole, une figure dont le courage et la dignité redéfinissaient ce que signifiait servir. Quelques semaines après le procès, elle fut invitée à prendre la parole dans une académie militaire près de Paris, face à une salle remplie de cadets, jeunes hommes et femmes aux yeux brillants d'ambition. Parmi eux se trouvait Amadou Diallo, un aspirant officier d'origine malienne, âgé de 22 ans, dont le regard trahissait une admiration presque palpable. Élodie, en uniforme, monta sur l'estrade, son képi sous le bras, et s'adressa à eux avec une simplicité désarmante. « Le pouvoir, dit-elle, sa voix claire résonnant dans l'auditorium, ne se mesure pas à l'arme que vous portez, ni aux insignes sur votre poitrine. Il se mesure à ceux que vous choisissez de servir, à la manière dont vous défendez l'honneur, même lorsque tout semble vous pousser à plier. » Ces mots, prononcés sans grandiloquence, touchèrent les cadets au plus profond. Amadou, assis au premier rang, griffonna chaque phrase dans un carnet, déterminé à faire de ses paroles un guide pour sa future carrière. Les mots d'Élodie ne restèrent pas confinés à cette salle. Ils furent intégrés au manuel de formation des officiers, cités dans les discours des instructeurs, et murmurés dans les casernes comme une nouvelle doctrine, celle d'un leadership éthique, ancré dans la justice et la dignité. Claire Beaumont, la journaliste qui avait capturé l'image désormais iconique d'Élodie face au pistolet, publia un long reportage dans Le Monde, intitulé La Générale et la vérité. L'article, mêlant rigueur journalistique et émotion brute, ne se contentait pas de relater l'incident du cimetière ou le procès. Il explorait le parcours d'Élodie, de son enfance dans un quartier populaire de Dakar à son ascension dans une institution militaire encore marquée par les préjugés. Claire y ajoutait une touche personnelle, décrivant comment cette affaire l'avait poussée à réfléchir à ses propres expériences de discrimination en tant que femme dans un milieu dominé par les hommes. Élodie Ndiaye n'a pas seulement défié une arme, écrivait-elle. Elle a défié un système, et par son silence face à la haine, elle nous a tous appris à parler.
L'article, lu par des millions de personnes, devint un manifeste, un appel à l'introspection collective. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, les lecteurs partageant des extraits et lançant des débats sur la responsabilité des institutions. Mathieu, le vieux légionnaire, ne resta pas en marge de ce mouvement. Dans les semaines qui suivirent le verdict, il organisa une cérémonie commémorative au cimetière de Sainte-Hélène, là où tout avait commencé. Des centaines de personnes, militaires et civils, se réuniront pour honorer la mémoire de Julien Moreau et célébrer le courage d'Élodie. Mathieu, malgré son âge, se tint droit, un drapeau tricolore plié dans les mains, et prononça un discours bref mais poignant. « Julien nous a appris à nous battre pour nos camarades, dit-il, sa voix tremblante mais ferme. Élodie nous a appris à nous battre pour ce qui est juste, même lorsque c'est douloureux. » À la fin de la cérémonie, une plaque fut dévoilée près du lieu où l'incident avait eu lieu. Gravée dans le marbre, une inscription simple. Le courage ne connaît pas de couleur. Chaque jour, des visiteurs passaient au-devant, certains ignorant l'histoire complète, mais tous ressentant d'un changement dans l'air, une promesse que l'honneur, une fois défendu, ne pouvait plus être ignoré. Un développement inattendu émergea de cette affaire, la création d'un fonds de bourse au nom de Julien Moreau, destiné à soutenir les militaires issus de minorités ethniques. Amadou Diallo fut l'un des premiers bénéficiaires, recevant une aide financière qui lui permit de poursuivre sa formation à l'académie militaire. Lors d'une remise de prix, il monta sur scène et, dans un discours émouvant, rendit hommage à Élodie. « Elle m'a montré qu'un officier ne se définit pas par son origine, mais par ses actes, dit-il, sa voix résonnant dans une salle pleine. Je veux devenir un officier digne de son exemple. » Ce fonds, financé par des dons de vétérans, de citoyens et même de certaines institutions militaires, devint un symbole d'espoir, une preuve que le changement, bien que lent, était possible. Dans les commissariats à travers le pays, l'onde de choc du verdict se fit sentir. Les départements de police, sous le regard scrutateur de l'opinion publique, commencèrent à rouvrir des dossiers d'affaires internes longtemps classés. Des formations sur les préjugés raciaux devinrent obligatoires, et le code du silence, cette culture implicite de protection des collègues, commença à se fissurer. À Paris, un jeune officier, inspiré par l'affaire, lança une campagne pour devenir délégué syndical, promettant de réformer les pratiques internes. Dans une petite ville de province, une policière, émue par le témoignage d'Élodie, dénonça un collègue pour des propos racistes, brisant des années de silence. Ces petites victoires, souvent discrètes, étaient les signes d'un changement profond, d'une France qui, lentement, apprenait à regarder ses vérités d'en face. Élodie, elle, ne cherchait ni la gloire ni les projecteurs. Un soir, dans le calme de son appartement, elle s'assit seule, un portrait de Julien posé sur une table. Le drapeau plié de la cérémonie funéraire trônait à côté, encadré comme un souvenir sacré. Elle ne parlait pas beaucoup de l'incident, même à ses proches. Mais dans ces moments de solitude, elle repensait à ce jour au cimetière, à la sensation du regard d'André, à la balle qui n'avait pas atteint sa cible. Elle ne ressentait ni colère ni amertume, mais une détermination tranquille. Elle avait combattu pour un avenir où personne ne devrait affronter seule la haine, et chaque pas, chaque discours, chaque regard qu'elle croisait désormais semblait confirmer que cet avenir était possible. Claire, de son côté, continua son travail, publiant des articles sur les réformes en cours dans la police et l'armée. Dans un café parisien, elle rencontra Mathieu, qui lui raconta des anecdotes sur Julien, des souvenirs d'une guerre lointaine où l'amitié avait été leur seul refuge. Élodie a été son roc, dit-il, un sourire triste aux lèvres. Et maintenant, elle est le nôtre. Leurs conversations devinrent un rituel, un moyen de garder vivante la mémoire de Julien et l'héritage d'Élodie. Amadou, dans son dortoir à l'académie, lisait et relisait les mots d'Élodie, les recopiant dans son carnet comme un mantra. Servir, c'est choisir. Écrivait-il, déterminé à devenir un officier qui honorerait cet idéal. À Sainte-Hélène, la plaque devint un lieu de pèlerinage discret. Des familles, des soldats, des écoliers en visite passèrent devant, certains s'arrêtant pour lire l'inscription, d'autres posant une fleur. L'histoire d'Élodie, bien que née d'un moment de violence, était devenue une source d'inspiration, une preuve que le courage pouvait transformer la douleur en espoir. La France, marquée par cet événement, n'était plus tout à fait la même. Dans les salles de formation, les commissariats, les écoles, on parlait d'Élodie Ndiaye,
non pas comme une héroïne intouchable, mais comme une femme qui, par son refus de plier, avait rappelé à une nation ce que signifiait l'honneur. Et dans ce silence, celui d'une femme debout face à un pistolet, résonnait une vérité plus forte que n'importe quelle arme. La justice, lorsqu'elle est éveillée, laisse derrière elle un héritage qui ne s'efface pas. L'histoire d'Élodie Nodiaye, une générale confrontée à la haine en plein cœur d'une cérémonie solennelle, résonne comme un miroir tendu à la société française. Ce récit, bien que fictif, touche une corde sensible, il expose les fractures d'une nation qui, malgré ses idéaux de liberté et d'égalité, lutte encore contre les préjugés enfouis. Le courage d'Élodie, immobile face à une arme, incarne une force qui transcende la peur, une dignité qui défie l'injustice. Cette image, capturée par Claire et relayée par la vérité implacable du procès, nous rappelle que l'honneur n'est pas dans le grade ou l'uniforme, mais dans la capacité à rester fidèle à ses valeurs, même sous la menace. Ce moment de crise, où la haine a tenté de briser un instant sacré, met en lumière une vérité universelle, le silence face à l'injustice est une complicité. Élodie, par son refus de plier, nous enseigne que le vrai pouvoir réside dans la résilience et l'intégrité. Dans la vie quotidienne, cette leçon s'applique à chacun de nous. Combien de fois avons-nous détourné le regard face à une parole discriminatoire, une injustice au travail, ou une exclusion dans nos cercles sociaux? L'histoire nous pousse à agir, à oser parler, à défendre ce qui est juste, même lorsque c'est inconfortable. Comme Élodie, nous pouvons choisir de ne pas céder à la peur ou à la pression sociale, mais de défendre nos convictions avec calme et détermination. Comme Claire, nous pouvons utiliser nos talents, que ce soit l'écriture, la parole ou l'écoute, pour amplifier les voix marginalisées. Et comme Mathieu, nous pouvons nous appuyer sur notre expérience pour inspirer les générations futures. Cette histoire nous invite à réfléchir à notre propre rôle dans la construction d'une société plus équitable, où le courage ne connaît ni couleur ni rang. Dans un monde où les divisions persistent, appliquer ces leçons signifie s'engager activement, dénoncer les injustices, soutenir ceux qui luttent, et bâtir des ponts là où la haine cherche à creuser des fossés. C'est un appel à l'action individuelle et collective, à cultiver l'empathie et la solidarité, valeurs chères à la culture française, qui célèbre l'humanisme et la justice. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez en un avenir où l'honneur triomphe de la haine, likez cette vidéo, partagez-la avec vos proches, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains récits qui inspirent le changement. Laissez un commentaire ci-dessous. Avez-vous déjà été témoin d'un acte de courage face à l'injustice? Quelles actions pouvons-nous entreprendre pour que plus jamais un lieu d'honneur ne devienne une scène de haine? Ensemble, faisons entendre nos voix pour une France plus juste.